Introduction. L'ère des foules. Les grands bouleversements qui précèdent les changements de civilisation semblent, au premier abord, déterminés par des transformations politiques considérables. Invasion de peuples ou renversement de dynasties. Mais une étude attentive de ces événements découvre le plus souvent, comme cause réelle, derrière leur cause apparente, une modification profonde dans les idées des peuples. Les véritables bouleversements historiques ne sont pas ceux qui nous étonnent par leur grandeur ou leur violence. Les seuls changements importants, ceux d'où le renouvellement des civilisations découle, s'opèrent dans les opinions, les conceptions et les croyances. Les événements mémorables sont les effets visibles des invisibles changements des sentiments des hommes. S'ils se manifestent rarement, c'est que le fond héréditaire des sentiments d'une race est son élément le plus stable. L'époque actuelle constitue un des moments critiques où la pensée humaine est en voie de transformation. Deux facteurs fondamentaux sont à la base de cette transformation. Le premier est la destruction des croyances religieuses, politiques et sociales, d'où dérivent tous les éléments de notre civilisation. Le second, la création de conditions d'existence et de pensée entièrement nouvelles, engendrées par les découvertes modernes des sciences et de l'industrie. Les idées du passé, bien qu'ébranlées, étant très puissantes encore, et celles qui doivent les remplacer n'étant qu'en voie de formation, l'âge moderne représente une période de transition et d'anarchie. D'une telle période, forcément un peu chaotique, il n'est pas aisé de dire actuellement ce qui pourra sortir un jour. Sur quelles idées fondamentales s'édifieront les sociétés qui succéderont à la nôtre? Nous l'ignorons encore. Mais dès maintenant, on peut prévoir que dans leur organisation, elles auront à compter avec une puissance nouvelle, dernière souveraine de l'âge moderne, la puissance des foules. Sur les ruines de tant d'idées, tenues pour vraies jadis et mortes aujourd'hui, de tant de pouvoirs successivement brisés par les révolutions, cette puissance est la seule qui se soit élevée et paraisse devoir absorber bientôt les autres. Alors que nos antiques croyances chancellent et disparaissent, que les vieilles colonnes des sociétés s'effondrent tour à tour, l'action des foules est l'unique force que rien ne menace et dont le prestige grandit toujours. L'âge où nous entrons sera véritablement l'ère des foules. Il y a un siècle à peine, la politique traditionnelle des États et les rivalités des princes constituaient les principaux facteurs des événements. L'opinion des foules, le plus souvent, ne comptait pas. Aujourd'hui, les traditions politiques, les tendances individuelles des souverains, leurs rivalités pèsent peu. La voix des foules est devenue prépondérante. Elle dicte aux rois leur conduite. Ce n'est plus dans les conseils des princes, mais dans l'âme des foules que se préparent les destinées des nations. L'avènement des classes populaires à la vie politique, leur transformation progressive en classes dirigeantes est une des caractéristiques les plus saillantes de notre époque de transition. Cet avènement n'a pas été marqué, en réalité, par le suffrage universel, si peu influent pendant longtemps et d'une direction si facile au début. La naissance de la puissance des foules s'est faite d'abord par la propagation de certaines idées lentement implantées dans les esprits, puis par l'association graduelle des individus, amenant la réalisation de conceptions jusqu'alors théoriques. L'association a permis aux foules de se former des idées, sinon très justes, au moins très arrêtées de leurs intérêts, et de prendre conscience de leurs forces. Elle fonde des syndicats devant lesquels tous les pouvoirs capitulent. Des bourses du travail qui, en dépit des lois économiques, tendent à régir les conditions du labeur et du salaire. Elles envoient dans les assemblées gouvernementales des représentants dépouillés de toute initiative
de toute indépendance et réduits le plus souvent à n'être que les porte-paroles des comités qui les ont choisis. Aujourd'hui, les revendications des foules deviennent de plus en plus nettes et tendent à détruire de fond en comble la société actuelle pour la ramener à ce communisme primitif qui fut l'état normal de tous les groupes humains avant l'aurore de la civilisation. Limitation des heures de travail, expropriation des mines, des chemins de fer, des usines et du sol, partage égal des produits, élimination des classes supérieures au profit des classes populaires, etc. Telles sont ces revendications. Peu aptes au raisonnement, les foules se montrent, au contraire, très aptes à l'action. L'organisation actuelle rend leur force immense. Les dogmes que nous voyons naître auront bientôt acquis la puissance des vieux dogmes, c'est-à-dire la force tyrannique et souveraine qui met à l'abri de la discussion. Le droit divin des foules remplace le droit divin des rois. Tout crédule, ouverte à la suggestion, leur imagination est malléable, elles agissent selon les sentiments qui les dominent. Elles ne respectent que la force, méprisent la faiblesse, elles ont soif de servitude, il leur faut un meneur. Comment un meneur peut-il manipuler ces foules pour contrôler le destin des nations? Comment peut-il enraciner dans leurs esprits ces idées? Il faut d'abord être Dieu pour les foules, ou n'être rien. On ne discute pas l'autorité d'un Dieu. On comprend aisément pourquoi le XXe siècle fut celui du culte de la personnalité. Pour impressionner les foules, il faut leur insuffler des images saisissantes et nettes. Les mots forment un instrument inégalé pour cela. Une puissance magique se dégage de l'association de brèves syllabes, comme démocratie, égalité, liberté, comme si elles contenaient la solution de tous les problèmes. L'image que ces mots évoquent est tout à fait indépendante de leur signification réelle. Une des fonctions les plus essentielles des hommes d'État consiste à baptiser de mots populaires ou neutres les choses détestées des foules sous leurs anciens noms. L'affirmation pure et simple, dégagée de tout raisonnement et de toute preuve, constitue un surmoyen de faire pénétrer une idée dans l'esprit des foules. Pour obtenir une influence durable, elles doivent être constamment répétées, et le plus possible dans les mêmes termes. À force de répétition, la contagion intervient. Dans les foules, les idées, les sentiments, les émotions, les croyances possèdent un pouvoir contagieux aussi intense que celui des microbes. Ces idées, qui pénètrent alors l'inconscient des foules, obtiennent du prestige. Le prestige est une sorte de fascination qu'exerce sur notre esprit un individu, une œuvre ou une doctrine. Cette fascination paralyse toutes nos facultés critiques et remplit notre âme d'étonnement et de respect. Voilà le peuple manipulé. Qu'importe la véracité des objectifs donnés, le peuple aime les illusions. Même si on démontrait scientifiquement la fausseté du plus bel objectif, si l'amour de cette idée est dans l'inconscient du peuple, il la voudra quand même. La logique n'a aucune influence sur les peuples, ils agissent selon les sentiments. Et pour Gustave Le Bon, tant mieux. Ce sont les foules qui sont à l'origine des héroïsmes qui font l'histoire. On les amène facilement à se faire tuer pour le triomphe d'une croyance ou d'une idée. On les entraîne presque sans pain et sans armes, comme dit Gustave Le Bon. Comme pendant les croisades, pour délivrer de l'infidèle le tombeau d'un dieu. Ou comme en 1793, pour défendre le sol de la patrie. Héroïsme un peu inconscient, mais c'est avec de tels héroïsmes que se fait l'histoire.